Donc il me revient de commencer la conférence. Je vais le faire en me présentant. Je suis Didier Inavloki, je suis le chargé de collection du domaine arabe de la Bulac et c'est à ce titre que j'interviens ici avec vous. Donc merci pour votre présence. J'ignore si depuis que l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman, l'ISM, organise ses cycles de conférences publiques ici à la Bulac, le lieu a été mieux choisi. En France, mais aussi dans de nombreuses parties du monde, il est en effet impossible d'évoquer les questions entremêlées de l'arabisme, de la syrianité, du nationalisme arabe, du parti Baas, de Hafez al-Assad et de son héritier Bachar, sans évoquer en même temps la figure tutélaire du chercheur en sociologie politique du Moyen-Orient, spécialiste du Syrie et du Liban, qu'est Michel Seurat. Or, la bibliothèque de Michel Seurat est conservée ici, dans les magasins de la Bulac. Elle est littéralement sous nos pieds. Michel Seurat est un Français né en Tunisie en 1947. En 1978, après une thèse de doctorat déjà consacrée au nationalisme arabe à travers l'œuvre d'un de ses pionniers, Sathi el-Husri, il intègre le Centre français d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, créé un an plus tôt au Liban. En 1980, Seurat intègre le CNRS. Jeune chercheur, il enquête sur les massacres perpétrés par le régime syrien en 1982 contre les habitants et les habitantes de la ville syrienne d'Hama, au nom de la lutte contre l'organisation des frères musulmans. Cette enquête orientera ses recherches vers l'islam politique, dont les frères musulmans sont une émanation. Avec Olivier Carré et sous un pseudonyme, il écrira un ouvrage au sujet de cette organisation. 3 ans plus tard, la vie de Michel Seurat bascule. En 1985, en pleine guerre civile libanaise, il est enlevé à Beyrouth avec le journaliste français Jean-Paul Kaufmann, par précisément une organisation de l'islam politique, le Hezbollah et ou le djihad islamique. Soit, dans les deux cas, une organisation libanaise, chiite, pro-révolution islamique iranienne, survenue en 1979, et dont peut-être en ce moment nous assistons soit à la chute, soit à l'heure de gloire. Kaufmann sera libéré 3 ans plus tard. Quant à Seurat, il mourra en détention après environ 1 année de captivité. Son corps ne sera retrouvé ou rendu par le Hezbollah que 20 ans plus tard, en 2005. Ce destin tragique, autant que la qualité des travaux de Michel Seurat, ont fait de ce chercheur la figure tutélaire du sujet qui nous réunit ce soir. Son livre posthume contre le clan Assad, État de barbarie, est devenu un incontournable. La prise d'otage de Michel Seurat n'est pas un cas isolé. Des dizaines d'Occidentaux ont à l'époque subi ce sort, sans parler des milliers de Libanais. La prise d'otage est encore, une arme de guerre parmi d'autres. Celle de Michel Seurat s'inscrit plus particulièrement dans un double conflit qui oppose la France à l'Iran. D'une part, l'Iran veut faire pression sur la France pour qu'elle abandonne son soutien à l'Irak dans la guerre qu'il oppose à ce pays. D'autre part, l'Iran reproche à la France de ne pas honorer ses engagements nucléaires conclus avec l'Iran d'avant la révolution islamique. 15 ans après le décès de Michel Seurat, durant les années 2000, sa bibliothèque a fait l'objet d'un premier traitement au sein de ce qui n'était pas encore la Bulac, mais la BULO, la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales. 15 ans plus tard, en 2015, ma prédécesseure au poste de chargée de collection du domaine arabe de la Bulac, Fatna Ziani, a poursuivi et achevé le travail. Aujourd'hui, la bibliothèque de Michel Seurat est un fonds composé d'environ 800 documents, majoritairement en arabe. Pour un quart, il s'agit de fascicules de périodiques. Pour le reste, il s'agit de monographies ainsi que de documentation plus confidentielle, des brochures, des revues politiques, des actes de congrès, des documents officiels du parti Baas, de syndicats et de différents gouvernements. La description de ce fonds a été réalisée par ma prédécesseure dans un article publié en ligne sur Le Carreau, le carnet de recherche de la Bulac. Je ne peux que vous inviter à le lire. Vous y trouverez en outre un lien vers le catalogue de la Bulac où dorénavant se trouve la liste exhaustive des 553 monographies qui constituent la bibliothèque de Michel Seurat.
Parcourir ces titres revient à littéralement se balader dans la bibliothèque de M. Seurat. Le tout forme un instantané du paysage éditorial moyen-oriental des années 60 aux années 80, comme l'écrit Fatna Ziani. Il faut préciser que si la Bulac conserve la bibliothèque de Michel Seurat, elle n'a pas la responsabilité de ses archives. Les archives de Michel Seurat sont conservées à Aix-en-Provence, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, la MMSH. Les archives en papier ont dûment été cataloguées dans CALAM, le catalogue des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur. Elles ont de plus été numérisées et mises à disposition du public sur le site Nakala. Une des particularités des archives de Michel Seurat est d'être aussi sonore. La phonothèque de la MMSH conserve en effet des entretiens, des carnets de notes sonores, des traductions et des lectures, ainsi qu'un ensemble, je cite, composite d'enregistrements réalisés par des personnes différentes et qui sont constitutifs de l'environnement du travail du chercheur. Arrivé au terme de la présentation du fonds Seurat, il est nécessaire de se demander de quoi la conservation de la bibliothèque et des archives de Michel Seurat est le nom aujourd'hui. La première réponse à cette question est bien entendu que cette conservation répond aux martyrs que lui et ses proches ont traversés. Aussi juste soit-elle, cette première réponse n'épuise pas le sujet. En seconde intention, cette conservation honore le travail de Michel Seurat qui, apportant l'enquête sociologique à l'orientalisme, a volontairement cherché à rompre avec la textualité traditionnelle de cette vieille discipline. Ce faisant, il a dépassé l'opposition Orient-Occident ainsi que les approches culturalistes ou confessionnalistes. L'enquête sociologique au Liban et en Syrie a transformé Michel Seurat en un symbole du chercheur proche de son terrain et de là du chercheur engagé. Lui aimait à se décrire comme engagé et objectif. Malgré cela, on lit souvent à son sujet qu'il est tout à la fois en osmose avec son terrain, fasciné, à l'écoute, en immersion et même en empathie avec les acteurs de l'islam politique, communément appelés islamistes ou extrémistes, par les pouvoirs. Tout en gardant ses distances avec l'enthousiasme de Michel Foucault pour la révolution islamique iranienne de 1979, Michel Seurat assuma une certaine défense des frères musulmans en Syrie. Il reprocha aux médias français de se réjouir à mi-mot des massacres de Hama cités précédemment. Il rappela qu'à l'époque, les frères musulmans revendiquaient le droit d'exercer les libertés fondamentales et les principes constitutionnels. Avoir la responsabilité de conserver la bibliothèque de Michel Seurat impose de la garder vivante, et ainsi de se demander, sans anachronisme, comment ces prises de position et bien d'autres encore, notamment en faveur de la cause palestinienne, seraient perçues aujourd'hui. Les récentes chasses aux sorcières contre le soi-disant courant islamo-gauchiste au sein des universités françaises font craindre qu'aujourd'hui, plutôt que louer, l'engagement de Michel Seurat serait dénoncé. Cela donne finalement raison à Nasser Rakdaman, qui a écrit à propos de Michel Seurat que l'intermédiaire parcourt un chemin jalonné de silence et d'oubli, ce qui le rend suspect de complicité aux yeux des uns et des autres. Je vous remercie. Voilà, après cette présentation à laquelle on tenait avec la Bulac du fonds Michel Seurat, donc qui est disponible et consultable, utilisable. Merci beaucoup Didier Inovloki de l'avoir rappelé. J'introduis donc nos conférenciers pour cette séance qui nous amène déjà donc à la période contemporaine et notamment à la période du nationalisme et des Assad. Je remercie d'abord donc Ziad Majed de nous arriver donc tout frais de Beyrouth justement, dont on a évoqué la situation et l'histoire à l'instant. Vous êtes politiste, vous enseignez depuis une quinzaine d'années je crois à l'Université américaine de Paris. Vous faites partie de ces chercheurs qu'on appelle aussi engagés. Je ne sais pas si le terme vous conviendrait, mais vous avez quand même participé, donc notamment à la Croix-Rouge au Liban, à l'Association pour les élections démocratiques, puis au mouvement bien sûr de la gauche démocratique au Liban. C'est pas vraiment ça qui nous retient aujourd'hui, mais plutôt donc vos ouvrages d'abord sur les Assad, et puis en particulier dans la tête de Bachar al-Assad que vous avez écrit avec Sobri Hadidi et Farouk Madambe, qui était un ouvrage assez innovant, s'il vous plaît, avec un ouvrage assez innovant. Au moment donc en pleine guerre civile, que vous avez réédité, et puis ensuite plus récemment donc cet ouvrage qui vient de sortir, dont je précise qu'on n'a pas pompé le titre pour le cycle de conférences, mais qui s'appelle Le Proche-Orient, miroir du monde, et qui dresse effectivement le parallèle et le dialogue entre le dérèglement international et ce qui se passe au Moyen-Orient en liant ces deux destins de ces deux régions si liées. Merci beaucoup aussi Thomas Pierret d'arriver aussi d'Aix-en-Provence. On en a évoqué aussi l'importance. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'IREMAM plus précisément.
Vous avez vous aussi publié il y a une quinzaine d'années aussi un ouvrage qui va nous retenir aussi ce soir. Donc c'était un ouvrage consacré au Assad face aux oulémas en Syrie, publié en 2011. Et puis plus récemment aussi, c'est-à-dire en fait il y a quelques mois, vous avez dirigé avec Simon Wolfgang Fuchs un ouvrage sur les utopies au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, Utopianism in the Middle East and North Africa, dans lequel vous avez écrit notamment l'introduction, et puis qui brosse un panorama de tous ces projets d'utopie, à la fois anciens, au début du XXe siècle, on pourrait dire, pour un politique c'est ancien j'imagine, mais aussi plus récent, puisqu'on va jusqu'à Neom, effectivement, qui termine ce très beau livre. Je vous remercie, et puis donc sans tarder, je voudrais profiter de la présence de Ziad Majed pour vous demander, Ziad, si vous pouvez nous redire l'histoire un peu rapidement, bien sûr, de ce que c'est que le Baas, comment est-ce qu'il est né, quelle forme de programme politique il a mis en place, et peut-être en allusion, puisqu'on se concentre plutôt à la Syrie, quels sont les rapports donc, des années 50 entre le Baas syrien et le Baas irakien? Parfait. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité et je vais tenter de répondre rapidement à la question. Juste tout d'abord, puisqu'on a évoqué Michel Seurat et l'état de barbarie, je souhaite dire deux mots. C'est que Michel Seurat a payé le prix de son engagement au Liban, et ce qui est tellement tragique dans l'affaire, c'est qu'il a été enlevé et probablement liquidé par un courant politique qu'il défendait, pas en tant que pratique ni en tant que culture, mais en tant que position en général face à un certain racisme qu'il observait en France, auquel il faisait allusion, et qui aujourd'hui, en couvrant ce qui se passe au Liban ou à Gaza, on le voit à peu près dans les mêmes termes et dans la même façon presque de célébrer certaines opérations qui, entre guillemets, comme c'est souvent dit, liquident ou éliminent ou assassinent des personnes qui sont affiliées ou identifiées en tant que musulmans ou islamistes ou autres. Il y a une fascination de la puissance militaire tant qu'elle est dirigée et tant qu'elle frappe des sociétés de cette région du monde exclues du droit international. Pour répondre directement à votre question, alors le parti Baas, ça veut dire résurrection ou ressuscitation ou renaissance. L'idée, c'est de donner cette impression d'une renaissance de l'arabisme, de l'identité arabe, de la gloire arabe, selon les personnes qui ont mis en place le projet. Il est issu d'un des courants du nationalisme arabe. Le nationalisme arabe était une forme de réponse à partir de la fin du 19e siècle à la question de l'identité face à la fois à un déclin ottoman, à la montée du nationalisme turc et à l'arrivée en puissance du colonialisme européen. Donc l'identité musulmane qui faisait, si vous voulez, la base d'un ottomanisme et ce qui rendait possible une union politique entre des sociétés de la région n'était plus suffisante en tant que réponse, que nous sommes musulmans, que nous sommes ottomans. Le nationalisme turc, les lectures et les traductions de ce qui se passait en Europe au niveau de la montée des nationalismes européens ont fait qu'un courant a commencé à émerger aussi dans la région avec des intellectuels qui tentaient de rédiger des documents, des textes sur l'arabité, sur l'identité arabe et donc sur le nationalisme arabe avec la langue, la culture, la civilisation en tant qu'élément qui crée cette identité-là et qui crée les connexions entre les gens et qui va au-delà de l'islam, puisqu'il va y avoir beaucoup de chrétiens qui contribuent à la renaissance de la langue arabe et à l'élaboration de cette identité arabe non musulmane, donc une dissociation théorique au moins au début entre l'islam et l'arabité, surtout que pour beaucoup de chrétiens qui avaient publié en arabe, qui avaient traduit en arabe, qui ont même une histoire dans l'époque de la poésie pré-islamique, il y avait cette fierté d'appartenir à une région, et donc ce n'était pas seulement la clé d'entrée de l'identité musulmane ou religieuse qui allait dessiner les contours de leur identité. Alors le parti Baas, par contre, il est né
tardivement par rapport à la montée d'un nationalisme arabe. Donc on parle des premiers textes dans les années 40. Il y avait deux mouvements, deux partis. L'un qui s'appelait le mouvement du Ba'ath arabe, et il était fondé par Michel Aflaq et Salah ad-Din Bitar, deux, on peut dire, classe moyenne éduquée, voire bourgeoisie urbaine de Damas, donc syriens, qui avaient rédigé les premiers textes et formé leur mouvement. Et puis, il y avait en même temps un autre mouvement qui lui ressemble, qui s'appelait le Ba'ath arabe, et qui était plutôt du côté d'Alexandrette, ou du moins qui était formulé par Zaki al-Arsouzi, qui est originaire d'Alexandrette, cette région en Syrie, qui a été cédée par la France, entre guillemets, ou annexée par la Turquie à la fin des années 30, et que le Ba'ath arabe, et puis une série de régimes jusqu'à Bachar al-Assad, ils ont toujours ces régimes-là revendiqué l'Alexandrette, ou Liwa al-Eskandaroun, qui a été, on l'appelle en arabe même Liwa al-Eskandaroun Salib, celui qui a été confisqué, qui a été volé, qui a été pris par la Turquie. Ça a disparu durant les années Bachar suite à des ententes entre Damas et Ankara, mais pendant très longtemps, il jouait un rôle dans cette carte syrienne, et Zaki al-Arsouzi était issu de là-bas. Alors, je n'aime pas toujours parler des affiliations religieuses, mais ça peut être intéressant. Le Bitar est sunnite, Aflaq, de son prénom Michel, est chrétien de Damas, et Zaki al-Arsouzi était alaouite, comme la majorité de la population de Liwa al-Eskandaroun. La fusion ou l'union entre leurs deux tendances, leurs deux petits mouvements, a créé en 1947 déjà Hizb al-Ba'ath al-Arabi, ou le parti du Ba'ath arabe. On n'était pas encore dans l'idéal socialiste d'une manière directe, c'était beaucoup plus la question nationaliste qui s'opposait. Que faire face à l'Occident, que faire par rapport aux défis des sociétés et de leur modernisation, que faire par rapport à l'identité, que faire par rapport à cette carte qui a été morcelée suite aux accords Sykes-Picot, puis la déclaration de Balfour et la possibilité de l'émergence d'un foyer national juif européen en Palestine, et puis que faire avec toutes les occupations. On est dans les années 40, début des années 50, l'Afrique du Nord était encore sous colonisation, une partie des monarchies aujourd'hui du Golfe n'existait pas. Donc, c'est un moment où la question nationaliste se posait beaucoup plus, mais avec les contacts et avec l'influence socialiste et parfois marxiste, mais surtout l'influence d'un certain notable de la ville de Hama, celle que Michel Seurat évoque et qui a été massacrée en 1982, un notable de là-bas, du nom de Akram al-Hourani, qui avait créé un autre parti, le Parti arabe socialiste, Hizb al-Arabi al-Ishtiraki, et qui était dans une logique de socialisme. Il a soutenu les paysans du Rif ou de la zone rurale autour de Hama contre les féodaux. Il a été à plusieurs reprises engagé dans des luttes qu'on peut considérer des luttes de classe. Avant cela, il a été en Irak pour soutenir un gouvernement qui a renversé un autre pro-britannique durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il avait une présence et il a été élu à plusieurs reprises dans le Parlement syrien quand il y avait des élections. La fusion entre le mouvement de Akram al-Hourani et le Ba'ath de Aflaq, Bitar et Arsouzi a fait le Hizb al-Ba'ath al-Arabi al-Ishtiraki. Donc le mot socialiste, Ishtiraki, a été ajouté au parti et une nouvelle plateforme politique a été rédigée. On n'était pas encore dans une différence entre le parti irakien et syrien. Il y avait une direction commune et il y avait des branches qui commençaient à apparaître partout dans la région, notamment Irak, Syrie, mais également Jordanie, plus tard au Yémen, bien plus tard il y aura même en Tunisie une formation d'inspiration baathiste. On était encore dans l'idée des Qutr, ou les entités
les entités nationales qui devaient un jour se projeter dans une union nationale, donc dans la Oumma arabe, qui est définie du Maroc jusqu'au Bahreïn et qui est surtout basée sur l'idée de la langue, de la culture, du rapport civilisationnel, avec un peu l'idée de Damas étant la capitale des Umayyads, donc du premier empire arabe, empire musulman arabe, qui a été fondé à Damas de 660 jusqu'en 750, donc au début de l'islam. Les réunions se tenaient surtout en Syrie, mais les choses vont rapidement évoluer, puisque l'arrivée de Nasser en Égypte va poser un sérieux défi. Il y a un nasserisme qui se met en marche. En plus, la figure de Nasser, surtout après 1956, la guerre suite à sa nationalisation du canal de Suez, s'impose comme étant une figure d'un champion, d'un nouveau nationalisme arabe, mais même d'un tiers-mondisme dans un sens. Et Nasser va devenir extrêmement populaire. En plus, il y avait le mouvement communiste, qui était un mouvement qui attirait les intellectuels, certaines élites culturelles, mais qui avait aussi des bases, notamment en Irak, des bases sociales importantes. Et donc, les bassistes étaient entre le marxisme et le mouvement communiste d'un côté, Nasser, son aura et sa popularité de l'autre. Et en 1958, quand il va y avoir l'union entre l'Égypte et la Syrie et la création de la République arabe unie, les bassistes l'ont soutenu pendant un moment, bien qu'ils étaient un peu hésitants par rapport à Nasser. Ils l'ont soutenu, puis cette unité-là va s'écrouler à partir de 1961, et là, ils vont tenter de se reconstituer en tant qu'alternative au nasserisme, ou c'est ce qu'ils prétendaient, et on va voir en 1963, le 8 mars, leur prise de pouvoir en Syrie, qui coïncide avec les premières ruptures ou les premières fractures au sein du parti entre une aile plus à gauche et une aile plus nationaliste, puis entre la tendance qu'on va appeler plus tard, dans 3 ans, la tendance militaire et la tendance civile, je pourrais revenir rapidement sur cela, et entre la branche irakienne qui prend le pouvoir pendant quelques mois avant de le perdre en 63, et puis qui le reprend en 1968. Et là, c'est presque le divorce entre les Syriens et les Irakiens, même s'il reste quelques espoirs et des conférences qui vont être tenues au début des années 70 pour retrouver une réconciliation entre Syriens et Irakiens. Cela va devenir évidemment impossible à partir de 1979. Tout à l'heure, on a évoqué la révolution iranienne, parce qu'avec la révolution iranienne et puis la guerre entre l'Irak et l'Iran à partir de 1980, le Baas syrien soutient l'Iran contre Saddam Hussein du Baas irakien. Et là, la rupture, le divorce, il est plus que concret. Il va même se traduire en des affrontements au Liban durant la guerre civile entre les deux ailes, celle qui est pour Damas et l'autre qui est pour Bagdad. Il va y avoir des liquidations, des assassinats. Il va même y avoir, entre l'Irak et la Syrie, des voitures piégées. Et le régime syrien va soutenir l'Iran tout au long de la guerre Irak-Iran qui va durer 8 ans et faire près d'1 million de morts. Juste pour revenir à l'histoire baathiste syrienne rapidement. Donc, 63, le parti Baas est au pouvoir. Il le monopolise, il déclare dans la Constitution, article 8, que le parti Baas est le chef de l'État et de la société, il dirige l'État et de la société. Donc on est vers un modèle qui va s'inspirer de certains régimes de l'Europe de l'Est. Le parti est le seul qui est légitime, tous les autres partis sont dissous. Les jeunes à l'université sont dans un encadrement organisationnel où ils portent des vêtements militaires. Ils sont les étudiants du Baas. Les plus jeunes sont les scouts du Baas. Plus tard, il n'y a pas de syndicats. Ce sont les syndicats du Baas. Après, pour consolider le pouvoir, il va y avoir énormément de pratiques, de mesures du genre pour obtenir un passeport. Il faut faire partie du Baas, il faut adhérer. Pour obtenir une bourse et partir à l'étranger, il faut faire partie du Baas ou avoir des pistons au sein du parti Baas. Donc le parti monopolise le pouvoir, mais il y a aussi des luttes internes à partir de 63 qui vont se solder en 1966 par un deuxième coup d'État au sein du Baas où les militaires du parti
prennent le pouvoir et écartent les civils du parti. Pourquoi les militaires? Parce que la présence du Baas au sein de l'armée a été dès le début assez importante, une société secrète, parce que au sein de l'armée, comme va l'expliquer plus tard Hanna Batatou, et même par rapport à la sociologie syrienne en général, une alliance entre des officiers issus des minorités religieuses syriennes avec d'autres issus des zones rurales sunnites. Et quand je dis minorités religieuses syriennes, c'est surtout les Alaouites, les Ismaéliens et les Druzes. Et en 66, ce sont plutôt les Alaouites qui écartent leurs camarades Druzes et Ismaéliens et qui deviennent majoritaires dans la direction militaire et qui prennent le pouvoir en écartant aussi l'aile civile. Cette aile civile était soutenue toujours par Michel Aflaq et autres, et Bitar. Aflaq plus tard partira en Irak, où il devient proche du Baas irakien. Bitar trouve refuge en France, où il sera assassiné d'ailleurs à Paris une décennie plus tard, probablement par les services de Hafez al-Assad. Assad n'était pas encore président. En 1966, il faisait partie du groupe qui a saisi le pouvoir avec son ami ennemi Salah Jdid, tous les deux issus de la même région en Syrie et de la même communauté alaouite. À partir de 66, c'est Bitar qui est l'homme fort. Assad devient ministre de la Défense, mais ils choisissent un président sunnite de la bourgeoisie originaire de Homs, Homsiyot, Nour-Eddin al-Atassi, qui lui était entre nationalisme arabe, il n'était pas vraiment bassiste, mais il était de gauche, nationaliste et proche dans un sens de certaines personnes au sein du parti Baas. Et cela se poursuit jusqu'en 1970, car entre-temps, il y a un autre conflit, une autre rivalité qui va éclater entre Hafez al-Assad et Salah Jdid, les deux hommes alaouites forts du pouvoir. La guerre de 1967 aura des conséquences, puisque c'est une défaite terrible du régime syrien et de l'armée syrienne, dirigée par Hafez al-Assad. Assad et Jdid, il y a aussi la priorité, est-ce la Palestine, la construction du socialisme ou le nationalisme arabe? La question palestinienne, après 67, c'est la montée de l'OLP, de l'Organisation de la Libération de Palestine, et Arafat ne veut plus être instrumentalisé par les régimes. C'est le début aussi de la lutte armée palestinienne sans passer par les régimes arabes, et cela inquiète Assad qui veut instrumentaliser la cause palestinienne. Le Liban voisin commence à s'approcher ou à se diriger vers l'explosion, vers la guerre civile, et Assad garde un œil. Et finalement, en 1970, Hafez al-Assad saisit le pouvoir, renverse ses camarades, il emprisonne Nour-Eddin al-Atassi jusqu'à ce que le cancer, 17 ans plus tard, le dévore, il le libère pour mourir quelques mois plus tard, et il garde Salah Jdid en prison jusqu'à sa mort, et Assad va construire un système qu'on pourra peut-être le décrire, si vous voulez, plus tard. Ouais. Et donc c'est entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, où le Baas véritablement s'impose, il séduit certaines catégories des sociétés de la région en tant qu'alternative au communisme, à un certain nasserisme qui subit aussi sa grande défaite en 67, mais il n'arrive pas à devenir ou à se transformer en un grand mouvement populaire. Il reste quand même un mouvement limité dans sa base sociale, même s'il séduit dans certains milieux. Ah, vous n'avez pas le micro. Alors justement, que change à partir de 70 la monopolisation du pouvoir par Hafez al-Assad, dans 70? Peut-être revenir un petit peu aussi sur ce choc qu'était le coup d'État de 66 pour nous réexpliquer voilà, cette division entre l'aile civile et l'aile militaire, et puis la montée plus générale donc, de ces officiers, notamment issus des minorités au sein du parti. Et après 70, que devient le parti Baas en tant que parti, donc on l'a compris, nationaliste et socialiste? En tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle encore après 70. Tout à fait. Alors, à partir du milieu des années 60, il était clair que le discours de ce qu'on appelait les civils du parti Baas
n'était pas bien reçu par les militaires, l'aile militaire, qui avait déjà des ambitions très claires pour saisir le pouvoir et qui était dans une logique de militarisation de la société, de bassification de la société, de volonté de monopoliser le pouvoir. Ça a déjà commencé en 63, mais il y avait encore des voix opposées au Baas parmi les communistes, parmi les libéraux. Il y avait Akram al-Hourani qui n'était pas dans la même logique de monopole du pouvoir, et plus tard il va être extrêmement critique de la prise de pouvoir de Hafez al-Assad, même avant les massacres de Hama. Il y avait une lutte avec les frères musulmans, qui était un courant assez populaire et qui avait une représentation parlementaire, parce que la Syrie a connu plusieurs élections et échéances électorales, y compris entre les coups d'État militaires qui avaient lieu, mais qui étaient très rapides. C'est-à-dire il y a un coup d'État militaire avec des rivalités entre différents clans et avec aussi une certaine relation avec la région, entre les rivalités des Hachémites et des Irakiens, et les Saoudiens, pardon. Il y avait beaucoup d'enjeux qui se projetaient en Syrie, mais il y avait au sein du parti Baas une élite militaire, et dans l'armée, les minorités sont surreprésentées par rapport à leur poids démographique dans la société. Cela est dû à la fois à une politique française de construction de l'armée syrienne, où les Arabes sunnites étaient exclus, ou disons pas exclus, mais n'étaient pas représentés par rapport à leur démographie majoritaire, car ils étaient perçus comme l'ennemi ou comme la menace, et on avait encouragé sous le mandat les minoritaires, donc surtout les Alaouites, les Druzes et les Ismaéliens, de faire partie de l'armée et plus tard du corps des officiers, d'où leur présence importante, même au sein du parti Baas. Et il y a une certaine réaction par rapport à la majorité sunnite dans ces minorités-là, qui considèrent qu'en prenant le pouvoir, elle peut se protéger, même si elle adopte un discours nationaliste arabe qui plaît évidemment à la grande majorité des sunnites arabes de la région. Et en même temps, il y avait la connexion au sein des officiers avec d'autres officiers sunnites issus de zones rurales et des hommes d'affaires et autres qui allaient les soutenir. Mais leur prise de pouvoir en 66 met de côté toute la direction historique du Baas, et le bureau militaire s'impose avec à la fois l'idée de construire le socialisme. Salah Jdid évoquait cela régulièrement. Assad visait déjà le symbolisme et l'importance de la cause palestinienne en prétendant qu'elle est sa priorité. Et avec la guerre de 67 et la défaite, il y avait déjà toute la responsabilité, qui est responsable de la défaite, qui n'est pas responsable. Le ministre de la Défense, Assad, était directement impliqué dans la défaite. On l'accuse aujourd'hui d'avoir même retiré certaines troupes du Golan, facilitant à Israël l'invasion et l'occupation, car il préparait son coup d'État militaire pour plus tard. D'autres disent que non, c'était de toute façon, le rapport de force ne permettait pas une véritable résistance militaire. Il y avait aussi la question de comment gérer la relation avec les Palestiniens. L'OLP que j'ai évoqué avait, par exemple, en 1970, est rentré en clash et en confrontation avec l'armée jordanienne. Là, on voit aussi deux positions différentes au sein de la direction syrienne. Au moment où Salah Jdid voulait intervenir en faveur des Palestiniens, et a même donné l'ordre d'intervenir, Hafez al-Assad a empêché les troupes de franchir la frontière vers la Jordanie pour soutenir les Palestiniens. Ils ont quand même permis à certains Palestiniens de passer par la Syrie pour retrouver le Liban. Mais il y avait plusieurs contradictions et il y avait plusieurs ambitions différentes, et je n'exclus pas le côté un peu personnel aussi. Hafez al-Assad visait le pouvoir avec une conception pas très différente, mais qui cherchait à construire un modèle dans lequel les coups d'État ne seront plus possibles. Lui-même, il a participé au coup d'État de 63, de 66, puis de 70. Donc, il a créé un système rendant les coups d'État extrêmement difficiles, en changeant
le mode de recrutement, par exemple, en recrutant dans les services de renseignement et au sein des écoles d'officiers une majorité alaouite qui vient de la zone, de la région du littoral. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il a transformé le régime en un régime alaouite. Mais le recrutement des officiers et des personnes clés va être notamment de cette région-là. Il va créer un réseau familial où ses frères, ses cousins, du côté de son épouse, la famille de son épouse, il va y avoir également un recrutement important au sein des services et au sein de l'armée, sachant que son épouse était issue d'une famille nationaliste syrienne et non pas arabe, donc ceux qui appartiennent jusqu'à maintenant au Parti social nationaliste. Dans les deux cas, je me permets de dire qu'il y a une fascisation dans le discours, parce que le fascisme européen avait séduit certains des nationalistes bassistes notamment, mais aussi syriens. La description dans certains textes de l'identité arabe ressemble à des descriptions fascisantes. L'idée d'une suprématie ou d'une supériorité arabe est là. Toute l'idée de Mussolini de transformer la Méditerranée une fois ou de nouveau en un lac italien dans leur tête comme métaphore était importante par rapport à la gloire du passé. Donc Assad tentait de temps en temps d'utiliser ce genre de métaphore, mais il était beaucoup plus dans le pragmatisme jusqu'au bout, recrutement alaouite, clan familial, clientélisme. Après le socialisme de Salah Jdid, qui avait nationalisé en Syrie et qui avait frappé la bourgeoisie syrienne, Assad tente de montrer qu'il est plus ouvert, qu'il y a plus de possibilités aux bourgeois et aux commerçants à Alep et à Damas, par exemple, de voir leur business se dérouler tranquillement si jamais ils ne font pas de politique. Ils visent les frères musulmans dès le début parce qu'ils considèrent que c'est une menace. Ils visent la gauche et tente de créer un front dans lequel il va intégrer certains partis, le Front progressiste national, pour mieux contrôler le pouvoir, un discours totalitaire. Et on va voir aussi dans les programmes scolaires des citations de Hafez al-Assad, des citations de ce qu'il peut évoquer par rapport à toute forme d'engagement citoyen, entre guillemets. Son nom va devenir un nom hyper présent, omniprésent partout. Les projets sont en son nom, les stades, les librairies, les bibliothèques, les universités. Il y a du Assad partout. Donc l'idée du culte de la personne s'impose également. Le travail des services de renseignement est de multiplier ces services afin que chaque service fasse peur aux autres et il reste au milieu le maestro ou le chef d'orchestre, plusieurs services de renseignement au sein de l'armée, un service qui est dédié aux intellectuels et puis il va plus tard intervenir au Liban quand la guerre éclate. Il mène la guerre contre Israël en 1973. Mais sa grande guerre va être quand même celle de l'invasion du Liban en 1976, où il a tenté à contrôler le pays, à contrôler notamment le dossier entre guillemets palestinien pour pouvoir l'instrumentaliser. Et puis il mène une politique étrangère qui cherchait à occulter l'intérieur et qui arrivait à la fois à être favorable à l'Union soviétique. Il se considérait comme allié fiable de Moscou. En même temps, il n'a jamais cessé de coopérer avec les Américains. Sa relation personnelle même avec Henry Kissinger était assez intéressante et Kissinger la décrivait. Il a pris leur autorité avant d'envahir le Liban. Il a réussi à négocier à travers les Américains un accord avec les Israéliens selon lequel il ne franchit pas le fleuve Ouali, qui est un fleuve qui traverse une partie du Liban et qui arrive vers la ville de Saïda, donc à rester loin de la frontière avec Israël. Il était l'allié des monarchies du Golfe, puisqu'il recevait souvent une aide économique, mais en même temps, il devient l'allié des Iraniens. Donc c'est lui qui devient le médiateur entre Iraniens, Saoudiens, entre Iraniens, Américains, lors de la crise ce qu'on appelle la crise des otages au Liban 1985-1986, où un groupe au nom du djihad islamique, mais qui est en fait une des facettes de Hezbollah, avait kidnappé des Américains, des Français et des Britanniques pour différentes raisons. C'est Assad qui négocie leur libération. Les Iraniens en ce moment-là visaient les Américains
En échange, ils voulaient libérer leurs assets ou leur argent et tout ce qui a été confisqué aux États-Unis après la Révolution par les autorités américaines. Une partie reste confisquée jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et c'était un moyen de faire pression pour essayer de négocier. Quant aux Français, ils étaient kidnappés car la France soutenait l'Irak durant la guerre contre l'Iran et vendait aux Irakiens des armes assez sophistiquées. Les Britanniques, c'était dans la même logique, leur alliance avec les Américains et leur soutien aux Irakiens. Et Assad jouait toujours le médiateur. Entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la même chose. Pour un cessez-le-feu au Liban, la même chose. Et il était en rivalité avec Saddam, chacun espérant de pouvoir occuper une place, disons, ou la place qu'occupait Nasser, puisque Nasser est décédé en 1970. Donc, Assad construit un régime totalitaire et on est dans le cadre de la guerre froide où il arrive à naviguer entre les positions contradictoires parfois, contrôlant le Liban, tentant d'instrumentaliser la question palestinienne, et tout cela en occultant l'intérieur, où la violence ne reste pas symbolique, ou ne reste pas de l'ordre du discours et des pratiques et des menaces, mais elle va se transformer à partir de la fin des années 70 en une violence barbare, comme l'a qualifié Sora, contre la gauche, contre les frères musulmans, et puis un massacre du côté de Idlib, puis un autre à Alep, et puis surtout les grands massacres, février 82, de la ville de Hama, où jusqu'à maintenant les chiffres évoquent 12 000, 20 000, 40 000. Ça montre aussi à quel point c'était des massacres terribles, en 3 semaines d'ailleurs, avec une destruction du centre-ville, avec la construction plus tard de parkings et d'hôtels sur des sites qui ont été ravagés par les bombardements, et avec une politique dans laquelle il a engagé la plupart des divisions de l'armée pour que tout le monde ait du sang sur les mains et pour que personne ne puisse dire « je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé ». Et puis il y a, bien sûr, vous connaissez les massacres de la prison de Palmyre en 1980, où son frère Rafat, on dit qu'il a lui-même dirigé l'opération, durant laquelle des centaines, voire plus d'un millier de prisonniers, surtout prisonniers politiques, en grande majorité issus des frères musulmans, ont été tués, ont été exécutés dans la prison pour venger ou pour donner une leçon, en fait, après une tentative d'assassinat de Hafez al-Assad attribuée aux frères musulmans. Donc c'était la violence inouïe, la politique étrangère pour occulter l'intérieur, et à l'intérieur, avec un système totalitaire, culte de la personnalité, services de renseignement partout, contrôle des programmes de l'éducation nationale, parti basse utilisé pour soumettre la société, et guerre au Liban permettant des revenus, permettant un rôle régional, voire international au niveau des négociations. Et le Baas devient de plus en plus juste un instrument parmi d'autres, mais il n'y a plus une idéologie véritablement, puisque la question de l'Union arabe ou de cette unité arabe n'est plus à l'ordre du jour. Les frontières deviennent de plus en plus représentantes de tendances différentes dans la région. Le socialisme n'est aussi qu'un slogan, même si c'est vrai, il y a une nationalisation de certaines terres agricoles, il y a l'éducation et la santé qui connaissent un certain progrès étant gratuits en plus pour plusieurs classes sociales syriennes. C'était peut-être les seuls aspects positifs de cette expérience. Mais sinon, il y a aussi un capitalisme qui se développait. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de népotisme, le clientélisme, le parti Baas qui devient un parti affairiste, et cela continuera notamment dans les années 80 avec le déclin de l'Empire soviétique et surtout après 90 avec l'effondrement du camp soviétique. Mais juste, j'ajoute et je termine là, en 91, il y a un grand tournant, étant donné qu'avec l'invasion irakienne du Koweït et la guerre menée par les États-Unis, les Européens, mais aussi, c'était une résolution onusienne d'ailleurs qu'il avait autorisée, l'Arabie saoudite et la Syrie d'Assad participent à cette guerre sous
la direction américaine, donc sous le drapeau américain. Donc l'anti-impérialisme baathiste classique est dépassé. Les troupes syriennes partent dans le Golfe pour combattre les Irakiens sous le drapeau américain. Et en échange, Hafez al-Assad obtient de l'Arabie saoudite une aide économique conséquente et il obtient des Américains une mainmise sur le Liban. C'est un accord qui suit l'accord de Taïf, un accord de 89 mettant fin à la guerre libanaise. Et à partir de 91, le régime syrien est autorisé à contrôler le pays suite à cette entente avec Saoudiens et Américains. Les Saoudiens promettent une reconstruction après la guerre qui commence en 92 avec la nomination de Hariri, un milliardaire libano-saoudien qui prend le pouvoir à Beyrouth. Et les Syriens sont en charge de la sécurité et la stabilité et de la politique étrangère du Liban. Et c'est ainsi que le processus de paix commence après la conférence de Madrid en 91. Puis tout au long des années 90, ce processus-là entre Israéliens, Syriens et Libanais se poursuit. Et la délégation a toujours été libano-syrienne. Il n'y a pas eu de délégation indépendante libanaise durant les négociations parce que c'est la Syrie qui dirigeait la politique étrangère. Et il y a eu des hauts et des bas durant cette période entre Damas et Téhéran, ce qui créait parfois des accrochages entre régime syrien et Hezbollah au Liban, jusqu'à ce que Téhéran et Damas décident de gérer le dossier chiite entre guillemets libanais. Le mouvement Amal, qui est un autre mouvement chiite proche de Damas, dirige une partie de l'État, notamment il est responsable des nominations des chiites au sein de l'État libanais, tandis que Hezbollah va rester, après les accords de Taïf, le seul parti qui a le droit de préserver les armes tant que le sud Liban est occupé par Israël. Et le sud Liban était occupé par Israël. Depuis 1978, une partie de ce sud est restée sous occupation israélienne jusqu'à mai 2000. Et donc Hezbollah avait le droit, durant cette période, de préserver ses armes. Et c'était Damas, encore une fois, qui jouait l'arbitrage avec Téhéran par rapport à l'action de Hezbollah, par rapport à la résistance contre Israël, et puis par rapport aux guerres qui éclataient, 93-96, qui dépassaient les frontières du sud Liban pour frapper tout le pays. Et Hafez al-Assad était toujours au cœur de tous ces enjeux-là. Bon, merci beaucoup pour ce grand parcours et cette position aussi internationale de Hafez al-Assad. Je voudrais qu'on vous garde encore un tout petit peu, même si voilà, vous avancez avec un rythme d'enfer pour nous parler de la transition précisément, parce qu'on est arrivé en 2000, c'est le moment où Hafez al-Assad disparaît, il meurt, le successeur désigné en fait meurt aussi, et donc c'est Bachar al-Assad qui arrive au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette transition et puis peut-être des premières années avant qu'on, avec Thomas Pierret, on revienne sur cette dimension économique et sociale du Baas. Voilà, l'arrivée de Bachar al-Assad, est-ce que change l'arrivée de Bachar al-Assad pour le Baas ou pour le gouvernement syrien? Alors là, je vais être vraiment très bref parce que, comme vous l'avez évoqué, Hafez al-Assad n'avait pas choisi Bachar al-Assad. Il avait choisi son fils aîné, Bassel al-Assad, et il avait préparé, sauf que Bassel meurt dans un accident de voiture. Il était grand fan de Formula 1 et parfois on privatisait même des autoroutes pour qu'il puisse traverser, pour qu'il puisse conduire, etc. Il est mort dans un accident de voiture. Le choix devenait difficile. Hafez ne faisait pas confiance non plus à son frère, qui avait été éloigné ou expulsé de la Syrie milieu des années 80. Donc, il voulait accélérer la succession et il a appelé son fils Bachar, qui était à Londres, et qui était dans une formation d'ophtalmologie. L'anecdote, c'est que Bachar, quand on lui posait après 2011 et après les massacres des Syriens, est-ce qu'il est responsable de ces crimes, il disait toujours non, je déteste le sang. La preuve, j'ai fait ophtalmologie pour ne pas avoir du sang lors des interventions et en tant que médecin. Donc Bachar était dans l'ophtalmologie, il revient en Syrie et il va être préparé très rapidement pour succéder, étant donné que Hafez al-Assad est diagnostiqué, il a un cancer et donc il devait faire vite pour convaincre les poids lourds autour de lui de la légitimité de Bachar, pour rendre Bachar accepté à l'international. Donc c'est ainsi qu'il envoie bien avant qu'il ne devienne président ou responsable. Il va en Arabie Saoudite, il va en Iran, il va à Moscou, il vient ici à Paris. Tony Blair le salue en tant que one of us, c'est l'un des nôtres.
Il épouse, dans l'idée du marketing de son image, une dame britannique d'origine syrienne qui parle anglais avec l'accent british. On le montre comme l'homme de la modernisation de la Syrie, qui n'est pas de la génération du père. Lui-même, il n'a pas du sang sur les mains, comme on disait souvent. Et Assad est intéressé par le net, par tout ce qui est digital, tout ce qui est investissement. Son épouse veut être la façade culturelle du nouveau régime, des festivals, des événements, etc. Et ce jeune couple va être promu dans un certain sens par beaucoup de médias, y compris en Occident, des titres genre La rose du désert, pour parler de Asma al-Assad, son épouse, ou le jeune couple faisant du shopping sur l'avenue des Champs-Élysées, 9 pages, je pense, ou 7 pages dans Paris Match. Donc, il y a tout un accompagnement de son ascension. Et en 2000, le seul obstacle après la mort de Hafez al-Assad, décédé en juillet, je pense, c'était que la constitution syrienne stipulait l'âge de 40 ans pour la présidence. Et Bachar n'avait que 34 ans. Donc, il va y avoir évidemment une modification de la Constitution. L'âge devient 34 ans et Bachar al-Assad est choisi, élu président. Ce ne sont pas des élections. En Syrie, c'est comme un référendum, oui ou non. Il y a un seul candidat. C'était le cas de Hafez al-Assad. C'est le cas de Bachar, qui obtient 97,2 pour se montrer plus modeste que le père, qui était souvent dans les 99, voire une fois, il a fait 100% des votes de ces référendums. Ce qui change véritablement, et là je vais laisser à Thomas, ce qui change, c'est à la fois l'économie se libéralise davantage, se privatise davantage. C'est une nouvelle génération d'hommes d'affaires proches de Bachar qui achètent le secteur public ou qui commencent à monter des projets dans le privé. C'est un changement générationnel au niveau des services de renseignement et la guerre froide n'est plus là. Donc Bachar al-Assad doit aussi se repositionner par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, la Chine, qui devient un acteur économique extrêmement important. D'ailleurs, certains en Syrie parlaient d'une option chinoise sous Bachar al-Assad, ouverture économique, privatisation, initiative, capitalisme de l'État, mais on reste fermé politiquement parlant. Tout cela ne va pas véritablement marcher et en 2011, on a la plus grande révolution des révolutions arabes de cette première vague. Voilà, donc c'est un changement générationnel, mais je laisse à Thomas la parole. Merci beaucoup. Alors voilà, Thomas, j'en profite. Donc Thomas Pierret, j'en profite, voilà, justement la transition a été faite par Ziad. Est-ce que sous Bachar al-Assad, donc on est encore d'abord nationaliste, et est-ce qu'on est encore socialiste? C'est-à-dire sous les Assad, comment évolue cette dimension à la fois nationaliste et socialiste du gouvernement? D'accord. Alors j'avais prévu quand même de revenir un peu sur différents aspects du nationalisme dont on n'a peut-être pas encore parlé. Un qui en fait qui vaut sous Bachar comme avant Bachar, qui est la dimension, la définition exclusive de l'identité nationale qui est associée au nationalisme arabe. C'est-à-dire que le nationalisme arabe, il est inclusif vis-à-vis des minorités religieuses, notamment chrétiennes, puisqu'elles sont arabophones pour l'essentiel, mais il est... Je parle dans le micro, je pense. Excluant vis-à-vis des minorités ethniques, et en particulier des Kurdes, qui est la principale minorité ethnique syrienne, où le Baas va en fait prolonger alors des politiques qu'il n'a pas créées, c'est-à-dire que par exemple le retrait de la citoyenneté à une partie importante des Kurdes syriens, ça date de 1962, c'est l'année avant le coup d'État du Baas, donc parce que le nationalisme arabe est déjà, en tant qu'idéologie, est déjà très structurant dans la politique syrienne. Mais bien sûr, le régime bassiste va poursuivre dans la répression de toutes les formes d'expression culturelle kurde, y compris même de l'usage de la langue kurde, et également avec des politiques on va dire, d'ingénierie démographique et territoriale, notamment ce projet qui sera surtout mis en œuvre dans les années 70 de ce qu'on a appelé la ceinture arabe, donc qui consiste à sédentariser des populations historiquement nomades arabes, bédouines ou chawaya dans la région frontalière de la Turquie, avec cette idée de créer une ceinture entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes de Turquie, pour éviter qu'il y ait une espèce de jonction et potentiellement un risque de mouvement séparatiste. Alors, je voudrais
parler de quelques aspects qui mêlent la politique intérieure et extérieure. Peut-être quand même revenir sur un point, parce que je voulais parler de... Ziad a présenté l'idéal du nationalisme arabe dans sa version bassiste, donc l'unionisme, donc l'idée d'unifier les États arabes dans un seul État. Bien sûr, le parti basse et puis le régime bassiste, confronté à la réalité, a dû faire une série d'ajustements par rapport à ça. Et un des tout premiers qui a déjà été mentionné, donc c'est le soutien du parti basse à la sécession de la Syrie vis-à-vis de la République arabe unie en 1961. Qui est d'ailleurs très controversé à l'intérieur du BAS. C'est une décision de Michel Aflaq, d'ailleurs, qui lui sera reprochée. Je voulais parler de ça simplement pour éclairer un point qui est qu'est-ce que c'est le nasserisme en Syrie ? Parce que il y a en Syrie des nationalistes arabes bassistes et des nationalistes arabes nassériens. D'ailleurs, ils prennent le pouvoir ensemble en 1963 et les nassériens sont éliminés assez vite par les bassistes. Derrière, en fait, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire du nasserisme en Égypte, on va dire, le souvenir d'un régime plutôt progressiste, en tout cas plutôt à gauche, plutôt laïque, plutôt socialiste, alors qu'en Syrie, et je pense que ça vaut aussi dans une certaine mesure pour le Liban et pour l'Irak, le nasserisme, en fait, c'est plutôt le nationalisme arabe dans sa version conservatrice. C'est-à-dire si on fait une sociologie du nasserisme en Syrie, c'est quand même beaucoup de gens issus des classes moyennes urbaines sunnites, conservatrice, y compris avec des trajectoires biographiques qui passent des frères musulmans vers le nasserisme et puis retour vers les frères musulmans ou inversement. Là où le BAS va devenir en fait le nationalisme arabe plus radical d'un point de vue social et économique, qui recrute notamment dans les minorités ou, comme tu l'as dit, Ziad, chez des sunnites plutôt de milieux ruraux. Ça va en Irak aussi, Saddam Hussein est un bon exemple de ça. Alors, simplement, en 63, il y a quand même en tout cas le régime bassiste qui prend le pouvoir affiche une volonté de renouer avec l'unionisme puisqu'il va reprendre le drapeau de la République arabe unie. Mais en fait, il va vite s'éloigner de ces projets-là du fait donc d'abord de tous ces problèmes internes que Ziad a bien expliqué, et notamment de cette rivalité entre le commandement régional du BAS, donc le commandement syrien, et puis le commandement national, qui est censé donc représenter le commandement du BAS à l'échelle de l'ensemble du monde arabe, même s'il est basé à Damas à l'époque. Et puis finalement, en 1966, alors Ziad a parlé d'un coup d'État mené par l'aile militaire, mais c'est aussi l'aile qu'on appelle l'aile régionaliste, donc en arabe, Qutri, donc qui est une aile qui est accusée par l'aile nationaliste, en fait, de ne vouloir s'occuper que de la politique syrienne et d'abandonner les projets d'union du monde arabe. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, parce que la priorité de cette aile, ce qu'on a appelé aussi le néo-BAS en 1966, c'est de radicaliser la révolution socialiste en Syrie, aussi d'intensifier, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, intensifier la lutte contre Israël. Ça amène à une situation d'isolement de ce régime bassiste vis-à-vis du reste du monde arabe, et notamment vis-à-vis de Nasser, parce qu'il y a une espèce de surenchère où on accuse Nasser d'être un mou, de ne pas être assez socialiste, de ne pas être assez actif dans la lutte contre Israël. Aussi par rapport à l'Irak, parce qu'il ne faut pas oublier, tu l'as dit, entre 63 et 68, l'Irak n'est pas bassiste, il est dirigé par les frères Aref, qui sont des nationalistes arabes, en fait plutôt de sympathie nassérienne, pour faire simple. Donc le régime à Damas est assez isolé, donc il va se détourner des projets d'union. Alors, ça change un petit peu au début du règne de Hafez el-Assad, qui est, on va dire, qui veut renouer avec une certaine forme de panarabisme, je parle vraiment des premières années ici, en se réconciliant en fait avec son environnement arabe. À deux niveaux, alors il y a un nouveau projet, dont personne ne se souvient parce qu'il n'a pas amené grand-chose, mais qui était la Fédération des républiques arabes, donc Syrie, Égypte, Libye, Soudan, en 72, qui a quand même... enfin, la concrétisation était une unification des manuels scolaires. Et c'est une époque aussi où la Syrie, en fait, a le même drapeau que l'Égypte actuelle, pendant les années 70. Donc voilà, on relance un projet d'union qui ne va pas aboutir. Et puis il y a aussi un retour à une coopération interétatique avec les régimes conservateurs, et en particulier avec l'Arabie saoudite,
qui est particulièrement intéressante du fait de l'expansion de son économie pétrolière à l'époque, et donc du soutien économique qu'elle peut apporter à la Syrie. Ça, c'est le début du règne de Hafez el-Assad. Après, il va y avoir une rupture majeure en fait, qui se produit dans les années 70, et dont le point de départ, c'est ce qu'on pourrait appeler la rupture stratégique avec l'Égypte. Puisque, en gros, jusqu'en 73, toute la stratégie militaire de la Syrie est basée sur une alliance avec l'Égypte. C'est-à-dire l'idée que elle est tournée évidemment, la stratégie militaire syrienne, elle est définie par rapport à Israël, par rapport à la lutte contre Israël. Et cette stratégie, elle est conçue avec l'idée d'une alliance de revers avec l'Égypte, qui est le plus grand pays arabe, donc la principale armée arabe, et qui est essentielle à tout effort de guerre et de défense contre Israël. Et en fait, la guerre de 73, donc, qui est cette guerre menée conjointement par la Syrie et l'Égypte contre Israël, donc, ce qu'on appelle en France la guerre du Kippour, et qu'en Syrie on appelle la guerre d'octobre, c'est une espèce de chant du cygne de l'alliance stratégique avec l'Égypte. En ce sens, c'est plutôt un succès pendant quelques jours, mais outre le fait que c'est quand même à la fin une défaite militaire, assez vite on comprend que Sadat a un projet de négociation séparé avec Israël, qui va l'amener en 77 à la visite à Jérusalem, et 79 les accords de paix de Camp David. Ça va amener à une reconfiguration complète de la stratégie régionale de la Syrie, avec des ambitions hégémoniques qui vont vraiment se tourner vers le voisinage proche. C'est-à-dire, puisque finalement, on ne peut plus compter sur cette alliance avec l'Égypte, la Syrie de Hafez el-Assad va beaucoup plus s'intéresser au Liban, notamment dans le contexte de la guerre civile qui commence en 1975. Et quand je dis s'intéresser, c'est une volonté de contrôler, bien sûr, le Liban. Avec le déploiement de troupes en 1976, le mouvement national palestinien que Hafez el-Assad va essayer de contrôler de différentes manières, que ce soit en menant la guerre contre Yasser Arafat au Liban ou en soutenant des factions palestiniennes, pro-syriennes, etc. Aussi une volonté de contrôler la Jordanie qui ne va jamais aboutir. Et alors, l'autre grande conséquence de la rupture stratégique avec l'Égypte, c'est bien sûr l'alliance avec la République islamique d'Iran. Donc, l'année même des accords de Camp David, c'est aussi bien sûr l'année de la révolution islamique en Iran. Donc, qui va amener, en fait, finalement, on échange un allié pour un autre. Donc, la Syrie va trouver un nouvel allié stratégique. D'ailleurs, pour le coup, ça va être une alliance stratégique extrêmement solide puisqu'elle va perdurer jusqu'en décembre 2024. Et donc, comme l'a mentionné Ziad, avec cette première violation en tout cas, il y en a eu plusieurs, mais une violation d'un tabou nationaliste arabe. Peut-être la première, ça a été le soutien quand même aux phalangistes maronites contre les Palestiniens au Liban en 1976. Mais donc, après 1980, le soutien à l'Iran dans sa guerre contre l'Irak, arabe et bassiste. Il y a deux tabous ensuite qui vont être violés et qui ont déjà été mentionnés par Ziad. Donc c'est bien sûr cette alliance avec les États-Unis dans le cadre de la guerre du Koweït contre l'Irak. Les négociations directes entre la Syrie et Israël menées aux États-Unis en 1995 et 1999, qui n'ont pas abouti. Et un point donc sur Bachar. Le règne de Bachar el-Assad, en tout cas en 2000 et 2011, jusqu'à le début de la révolte et la guerre. En fait, on a des orientations contradictoires sous Bachar el-Assad. C'est-à-dire qu'on a à la fois une espèce de renouveau d'une posture panarabiste dans le contexte des conflits régionaux, donc c'est-à-dire le renouveau la nouvelle révolte, la deuxième intifada en 2000, la guerre de 2006, donc l'opération d'Israël contre le Hezbollah en 2006, l'invasion et l'occupation américaine de l'Irak, donc où la Syrie se présente comme un des éléments essentiels de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Alors, bien sûr, l'axe de la résistance, il est à moitié non arabe, puisque, on peut dire que la moitié de l'axe de la résistance, c'est l'Iran, mais il y a dans le discours du régime syrien cette idée de dire qu'en fait l'axe de la résistance, il incarne les véritables valeurs du panarabisme. Donc la résistance contre Israël, l'opposition à l'impérialisme occidental, etc. En même temps, on a quand même l'affirmation d'une espèce de nationalisme de plus en plus syrien. Syrien au sens frontière syrienne,
notamment dans le contexte de la crise libanaise, donc l'assassinat en 2005 de l'ancien Premier ministre libanais Rafik el-Hariri, dont les Syriens sont à juste titre, je pense, soupçonnés et accusés. Et la Syrie va se retrouver très isolée vis-à-vis de la plupart des autres pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va mettre un peu en veilleuse peut-être une certaine forme de discours panarabiste. Et je pense en particulier à un épisode qui est en 2005. Donc c'est vraiment dans les semaines qui suivent la publication du rapport de l'ONU sur l'assassinat d'Al-Hariri, où on a accusé à demi-mot le régime syrien d'être impliqué. Et on a lancé une grande campagne de propagande sous le slogan « Souria Allah Hamiha », donc « Dieu protège la Syrie », où la Syrie, c'est Dieu qui la protège, et où la Syrie a été littéralement recouverte de drapeaux syriens. Alors, sachant qu'en Syrie, on affichait, c'est bête, j'aurais peut-être dû prévoir pour le coup des drapeaux, mais on affichait souvent ensemble le drapeau du Bas, le drapeau pan-arabe et le drapeau de la région syrienne. Et là, pour le coup, la balance pesait clairement en faveur du drapeau régional. Et un dernier point, peut-être à ce sujet d'ailleurs, sur la réhabilitation progressive sous Bachar, enfin, qui a culminé sous Bachar el-Assad, du Parti social nationaliste syrien, qui est donc, je rappelle, qui a été mentionné par Ziad, un parti fondé en 1932 par Antoun Saadeh au Liban. Donc, en 1932, on est à l'époque du fascisme, on est sur un modèle fasciste, je pense beaucoup plus que le Baas. Et qui émerge en fait plutôt dans un contexte de décolonisation, donc en tout cas sur le plan théorique, qui a des idéaux quand même plus universalistes et humanistes. Je parle bien de la théorie. Et donc le Parti social nationaliste syrien qui milite pour une grande Syrie et pas du tout pour une union du monde arabe, qui est aussi un parti strictement laïque, et qui recrute beaucoup chez les chrétiens et les alaouites. Donc, Ziad a mentionné que la belle famille des Assad, donc les Makhlouf, sont une famille qui est restée en fait jusqu'à la fin très liée au Parti social nationaliste syrien. Sauf que c'est un parti qui avait été interdit en Syrie en 1955 parce qu'un de ses membres avait assassiné un officier bassiste. Néanmoins, il va y avoir une espèce de réconciliation entre les deux partis qui va notamment se cristalliser au Liban pendant la guerre civile, puisque le Parti social nationaliste syrien va prendre fait et cause pour les Syriens au Liban. C'est notamment un membre de ce parti qui a assassiné Bachir Gemayel en 1982, donc le président qui avait pris pour le coup anti-syrien, qui avait pris le pouvoir à ce moment-là. Et le Parti social nationaliste syrien va être officiellement réhabilité en 2005. Il va faire partie du Front national progressiste, donc de la coalition de partis dirigée par le Baas. Il aura même quelques ministres et il va être extrêmement loyal au régime pendant la guerre civile de 2011-2024, avec des groupes paramilitaires comme Missouri, donc nationalistes syriens, qui vont combattre pour le régime d'Assad. Alors, je profite des 10 minutes qui nous restent, du petit quart d'heure qui nous reste, Thomas, pour vous demander d'aborder une question qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent. C'est la relation très particulière du gouvernement des Assad et du parti Baas avec les élites religieuses en Syrie. Je pense notamment aux élites musulmanes et aux oulémas, qui étaient l'objet donc de votre livre que j'ai évoqué en introduction, le Baas et l'islam en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous en parler et traiter cette question, disons, jusqu'à la fin de la guerre civile? Okay. Alors, peut-être faut quand même revenir, je pense, puisqu'on était sur le thème du Baas, sur le Baas et la religion. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Le bassisme est une idéologie qui est foncièrement laïque. Alors, il peut y avoir des sources de confusion parce que ces idéologues emploient des termes religieux, voire des termes coraniques, renaissance, sabil, donc la voix, mais qui est un terme vraiment important dans le Coran, iman, la foi, ruh, l'esprit. Il y a toute une terminologie religieuse. Il y a aussi une exaltation de l'islam qui est présentée comme l'âme de la nation arabe, l'expression idéale du génie arabe, mais tout ça, en fait, c'est une métaphysique nationaliste, ça n'est pas une idéologie religieuse. L'islam est valorisé comme une culture nationale, comme une manifestation historique spécifiquement arabe d'un phénomène commun à l'humanité qu'est la quête de la vérité. Alors, selon les exégètes des écrits de Michel Aflaq, la vérité, ça n'est pas Dieu.
Et donc, c'est-à-dire qu'on a une métaphysique nationaliste que les religieux conservateurs ne citeront pas. Pour eux, c'est totalement blasphématoire. Il y a des expressions comme par exemple Fi Sabil el Ba'as, donc dans le chemin de la Renaissance, c'est alors que l'expression coranique consacrée, c'est Fi Sabilillah, c'est dans le chemin de Dieu. Donc il y a toute manière de jouer comme ça avec les concepts qui irrite beaucoup les religieux conservateurs. Et puis, ce que valorise aussi le bas, c'est une espèce d'idéal d'islam des origines, et pas du tout les formes historiques qu'a pu prendre l'islam à travers l'histoire. Un peu, c'est ce qu'ils considèrent comme une espèce de fossilisation. Les oulémas, justement, les autorités religieuses, les normes juridiques, toute la charia dans ses dimensions concrètes, la jurisprudence islamique, etc., c'est totalement rejeté par le bas. Il y a vraiment l'idée que ce qu'il faut valoriser dans l'islam, c'est l'esprit originel et certainement pas la lettre telle qu'elle s'est concrétisée et qu'elle s'est pérennisée dans l'histoire. Et puis, de toute façon, les idéologues bassistes sont explicitement hostiles au nationalisme religieux. Parce qu'il existe assez tôt, on ne veut pas y revenir, mais il y a des variantes religieuses islamiques du nationalisme arabe, mais ils y sont totalement hostiles avec cette idée que c'est quelque chose qui va diviser la nation arabe, puisque les chrétiens, par exemple, ne peuvent pas s'y reconnaître. Alors, quand le Baas est au pouvoir, il y a différents ajustements qui se produisent. D'abord, dans la deuxième moitié des années 70, il y a une radicalisation d'une orientation anti-religieuse sous une influence marxiste, c'est-à-dire qu'il y a notamment certains intellectuels marxistes qui rejoignent le Baas et qui vont, on va dire, faire infuser leurs idées dans le parti. Il y a un épisode célèbre, c'est en 1967, un article dans le magazine de l'armée qui appelle à mettre, je cite, la religion au musée de l'histoire, en disant c'est une espèce de momie qui ne sert plus à rien. Ça va provoquer des manifestations animées notamment par certains oulémas. Alors, toute cette période, elle est très paradoxale parce qu'en même temps, alors, le régime bassiste réprime les frères musulmans, ça a été dit, mais en même temps, il utilise certaines idées des frères musulmans, on va dire, qui sont, dans une certaine mesure, les héritiers d'une forme de modernisme islamique. Et ils vont notamment utiliser tout ce qui peut légitimer le nationalisme arabe et le socialisme. Notamment, le fondateur des frères musulmans syriens, Mustafa Sibai, avait publié en 1959 un livre resté célèbre, Le socialisme de l'islam, qui est évidemment assez utile au régime bassiste pour montrer que son socialisme n'est pas complètement étranger à la religion, enfin, en tout cas à l'islam. Pareil, il y a des manuels scolaires qui sont faits par des gens assez proches des frères musulmans à l'époque, dans le même but. Le régime bassiste, alors même dans sa version plutôt radicale de la fin des années 60, va préserver certains marqueurs symboliques de la Syrie comme État musulman sunnite. Le fait que dans la Constitution, on va garder cette clause qui dit que le président doit être musulman. On ne va pas toucher au droit personnel, qui est basé sur la charia, donc le code édicté en 1953. On va garder un grand moufti, alors qui est devenu une figure protocolaire. Il ne promulgue plus de fatwa, mais il reste là notamment pour les fêtes religieuses, qui ont lieu généralement, à la mosquée des Omeyyades, ou en tout cas dans des mosquées sunnites, en présence du président, même quand le président lui-même est un alawite sous Assad et Bachar. Donc on va garder tout ce décorum, en fait, musulman sunnite. Le ministère des Awqaf, donc des fondations pieuses, c'est essentiellement, dans les faits, un ministère qui gère les affaires religieuses sunnites. Il ne se mêle pas de ce que font les chrétiens, par exemple, ou même les chiites ou les druzes. Alors, pourquoi est-ce que les bassistes n'ont pas touché à ça? Je pense parce que c'était vraiment des lignes rouges pour les conservateurs. Ça aurait été trop coûteux pour un régime qui, dans les années 60, il faut quand même s'en souvenir, est un régime qui est assez faible. En fait, le régime, il va vraiment se consolider sous Hafez el-Assad, mais dans les années 60, il y a des coups d'État tout le temps, il y a ces rivalités. C'est un régime qui n'a pas beaucoup de soutien populaire. Et aussi, il y a une idée, je pense, qui est difficile pour nous à concevoir aujourd'hui, c'est que pour les gens qui dirigent, notamment pour les bassistes les plus radicaux à gauche, il y a l'idée que, en fait, l'islam, c'est quelque chose qui va disparaître. Ça, évidemment, pour nous, c'est compliqué. Et la religion, en fait, va disparaître. Il y a l'idée qu'il va y avoir une révolution socialiste. On va totalement transformer les bases, l'infrastructure de la société, et les superstructures dans la conception marxiste, elles vont se transformer. Donc, la religion, c'est quelque chose du passé, ça va disparaître. Alors, Hafez el-Assad, lui,
qui prend le pouvoir en 70, il mène ce qu'il appelle un mouvement correctif. C'est un coup d'État, mais il l'appelle mouvement correctif. Et il s'adresse assez clairement aux élites conservatrices, qu'elles soient, ça a été évoqué, économiques, mais aussi religieuses. Et notamment, il y avait des slogans au moment de la prise du pouvoir qui parlaient de la volonté de Hafez al-Assad de préserver l'authenticité de la Syrie, l'Asala, qui est une espèce de langage codé, en fait, et c'est compris par les conservateurs comme préserver l'islam face à l'ancienne équipe dirigeante qui était perçue comme une bande d'athées qui voulait détruire la religion complètement. Donc il y a dès le régime d'Assad, donc dans les années 70, un rapprochement avec des oulémas conservateurs, ou enfin franchement réactionnaires pour certains. Alors, un autre aspect qui va marquer en fait tout le règne des Assad, enfin des bassistes et des Assad presque jusqu'à la fin, c'est que on veut contrôler l'islam, c'est-à-dire on le réprime, on le surveille, mais on ne veut pas l'organiser. C'est-à-dire que le régime bassiste, presque jusqu'à la fin, je dis presque parce que ça a changé en 2007, mais je n'entrerai pas dans les détails, mais néglige les institutions religieuses officielles, c'est-à-dire d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue des ressources humaines. Il y a une espèce d'évidement d'évidement de l'administration religieuse. En fait, la stratégie, que ça soit avant l'insurrection islamiste de 79-82 ou après, c'est de contrôler le champ religieux par une stratégie de sous-traitance. On va s'allier avec des oulémas conservateurs qui ont eux-mêmes leur propre réseau qui est basé souvent sur des instituts religieux, donc des instituts, c'est-à-dire des séminaires, des endroits où on forme les hommes de religion, mais qui sont des instituts privés de droit et de financement, qui sont financés par des marchands généralement. Et en gros, on va sélectionner ceux qui sont obéissants, tout simplement. Il n'y a pas besoin qu'ils soient d'accord avec l'idéologie bassiste, parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont antisocialistes, ils sont souvent antinationalistes, ils sont souvent nostalgiques de l'Empire ottoman, mais ils se tiennent tranquilles. C'est sur cette base-là qu'on va les choisir, et les autres, bien sûr, on va les réprimer. Et alors, dans les questions que vous m'aviez envoyées, vous aviez lié, je vais terminer par ça, la question des rapports avec les élites religieuses Enfin, juste pour terminer sur ce petit chapitre, c'est que, pour le coup, en 2007, dans les années qui précèdent la révolte, il y a une espèce de changement complet d'une politique qui est d'ailleurs, en fait, poursuivie par le régime actuel. C'est que l'idée, cette fois-ci, c'est que l'État doit vraiment se mêler d'organiser l'islam. C'est-à-dire avec un réinvestissement dans les institutions officielles religieuses, c'est-à-dire sur le plan budgétaire, sur le plan des ressources humaines, avec des nationalisations des écoles religieuses, une standardisation des programmes qui sont enseignés dans les écoles où on forme les hommes de religion. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il faut s'en mêler directement, et le nouveau régime, pour le coup, est tout à fait d'accord avec cette idée. Voilà, il y a une question alors qui est partiellement liée, même si elle est quand même distincte, c'est évidemment la question confessionnelle, qui a aussi déjà été en partie, on ne peut pas parler des Assad évidemment sans parler des Alaouites, ce qu'a fait Ziad Majed. Juste une précision, en fait, dans la région, il y a deux types de confessionnalisme, je pense, en politique. Il y en a un qui est, dans certains pays, qui est assumé ou institutionnalisé, soit sur un mode consociationnel comme au Liban ou en Irak depuis 2003, ou ce que j'appellerais un mode hégémonique, c'est-à-dire qu'on assume parfaitement que dans certains États, il y a une tradition religieuse qui est supérieure aux autres et qui a un des droits à être hégémonique. C'est le cas en Arabie Saoudite, c'est le cas en Iran, c'est constitutionnel. L'Iran est une république islamique chiite ja'afarite. Et je dirais que la Syrie actuelle d'Ahmad el-Shara est sur cette voie-là aussi. L'autre forme de confessionnalisme représentée par la Syrie des Assad ou par l'Irak de Saddam Hussein, c'est ce que j'appellerais un confessionnalisme de fait, mais qui n'est pas assumé. Donc on a des membres d'un groupe confessionnel déterminé, alaouite en Syrie, sunnite en Irak, qui dominent l'État, mais qui, pour des raisons à la fois idéologiques, c'est-à-dire une espèce d'idéologie séculariste, et parce qu'ils sont minoritaires aussi, ne peuvent pas assumer la dimension confessionnelle de leur pouvoir. À tel point que les Assad vont assez longtemps même réprimer même les expressions confessionnelles religieuses des Alaouites. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils vont essayer un peu de gommer les Alaouites pour en faire une espèce de
de communauté musulmane comme les autres, qui n'a pas de spécificité particulière. Ils vont même réprimer, dans une certaine mesure, les hommes de religion, en tout cas jusque dans les années 90. Voilà, donc il n'y a pas du tout une mise en avant de l'alaouitisme, pas du tout. En fait, c'est même un tabou. On ne peut tout simplement pas parler de l'alaouitisme en Syrie, ou quasiment pas. Et donc, ça n'empêche pas évidemment qu'il y a cette domination presque sans partage des alaouites sur l'armée et les renseignements, et donc par extension sur le reste de l'appareil d'État. Bien sûr, il n'y a pas que des sunnites dans l'appareil d'État, mais on sait quand même qui commande. Ça se manifeste aussi dans l'économie, c'est-à-dire que les plus grands hommes d'affaires syriens, alors soit ce sont des cousins de Bachar el-Assad, soit ce sont des gens qui ont fait leurs affaires parce qu'ils ont des liens avec le clan dirigeant ou avec des officiers, généralement alaouites, influents dans l'armée ou les services de renseignement. Alors, il y a des formes de favoritisme qui sont quand même plus vagues, hein, c'est-à-dire, enfin plus larges, pardon. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines régions, dans l'emploi public, si on va sur la côte syrienne, dans la région de Homs, il y a des déséquilibres assez flagrants quand même en faveur des alaouites. Alors, ce n'est pas des politiques qui sont décidées d'en haut. Souvent, ça fonctionne par effet de piston, hein, à tous les niveaux. Et je terminerai par parler de ce que j'ai appelé dans un article il y a quelques années la question sunnite. C'est-à-dire qu'évidemment, cette domination de l'État par des membres de la communauté alaouite, elle crée ce que j'ai appelé une question sunnite, c'est-à-dire, bien sûr, qui est terminée aujourd'hui, puisque ce sont des sunnites qui sont au pouvoir. Les sunnites sont perçus par le régime comme une menace potentielle, puisqu'ils sont la communauté majoritaire, hein, comme les chiites étaient perçus comme une menace par le régime de Saddam Hussein en Irak. Et on se met... Alors, bien sûr, les sunnites ne sont pas une communauté unifiée en Syrie. Il y a des différences régionales, il y a des différences de classe, il y a des différences entre les villes et les campagnes, il y a des clivages tribaux. Mais il y a l'idée que, potentiellement, il peut y avoir une espèce d'alliance de différentes composantes de la communauté sunnite qui, pour des raisons démographiques, renverserait le régime. Et qu'un des vecteurs de cette... une des choses qui pourrait transcender les divisions de la population sunnite, c'est le fait religieux, bien sûr. C'est la tradition religieuse sunnite. D'où une méfiance extrême vis-à-vis de l'islam, qui, je dirais, ne se limite pas du tout aux aspects politiques ou radicaux de l'islam. On ne réprime pas que les groupes armés violents, on ne réprime pas que les frères musulmans. On réprime des choses qui sont totalement anodines dans d'autres pays de la région. Je veux dire, en Égypte, il y a les maulides, les célébrations, les fêtes des saints, les pèlerinages, toutes sortes de fêtes religieuses dans l'espace public qui sont perçues comme politiquement assez anodines dans un pays comme l'Égypte, qui en Syrie sont assez largement interdites depuis les années 60. Il n'y a quasiment pas de célébration religieuse sunnite dans l'espace public en Syrie, parce que c'est considéré comme potentiellement quelque chose qui mènerait à des troubles. Voilà. De même qu'en Irak, Saddam Hussein a réprimé toutes sortes de célébrations religieuses chiites, même si elles n'avaient pas de dimension politique intrinsèque, mais parce qu'elles pouvaient mener à quelque chose d'autre. Et l'autre, et je terminerai par là, mais le pendant de la question sunnite, c'est à la fois d'être perçu comme une menace mortelle par le régime, et de ne pas avoir de contrôle sur les forces armées. C'est-à-dire que les généraux sunnites dans l'armée syrienne sont ce qu'on appelle en bon français des tokens, hein, c'est-à-dire des gens qui sont là pour dire qu'il y a des sunnites dans l'armée, mais qui ne contrôlent généralement pas des divisions, généralement pas des commandements régionaux, c'est-à-dire toutes les choses qui comptent dans l'armée syrienne. Et évidemment, c'est ça qui va permettre au régime, que ce soit en 79, 82 ou après 2011, de mener cette répression sans limite, essentiellement contre la population sunnite, c'est pas pour dire que les gens des autres communautés ne sont pas réprimés s'ils s'opposent au régime, mais c'est une répression qui est individualisée. C'est-à-dire, si vous êtes alaouite et que vous êtes opposant, bien sûr, vous serez réprimé. Mais ce qui est spécifique aux sunnites, c'est les punitions collectives. C'est une politique d'extermination, hein, dans les prisons, notamment dans la prison de Seynaïa. C'est des politiques de massacre dans la région de Damas en 2012, et puis plus tard avec les armes chimiques, etc. Je pense que ça, c'est vraiment spécifique au traitement de la population sunnite. Il nous faut malheureusement conclure, Thomas Pierret. Donc je vous remercie encore d'être venu. Je vous remercie aussi tous ceux qui ont pu participer à cette séance, qu'on rediffusera bien sûr en ligne d'ici quelques jours. Et donc on traitera la dernière vague historique de cette histoire de la Syrie
Donc le mois prochain. Oui, le jeudi 2 avril, exceptionnellement à 19h au lieu de 18h30, avec une conférence intitulée La Syrie se révolte.